C'est le débat, c'est un peu l'état des lieux sur la situation en Tunisie. Et pour introduire ce débat, nous avons l'honneur, excusez-moi si je prononce mal vos noms, pour trois personnes, Atem Nafti. Ah d'accord, Nefta est ta ville d'origine. Politologue qui a publié un livre Tunisie vers un populisme populaire, point d'interrogation, et autoritaire, préfacé par Pierre Aski et dont on m'a pas donné l'éditeur que tu vas me donner. Alors ce sont les éditions Rive-Neuve et nous avons le plaisir d'avoir Monsieur Gilles Crémer, mon éditeur, qui est venu m'encourager. Merci. Nous avons aussi Hakim Feki, qui est blogueur, jeune blogueur, comme vous le voyez. Il se présentera lui-même plus en détail. Et Shaima Benhamila, qui est à ma gauche, et qui est animatrice du comité pour le respect des libertés et droits de l'homme en Tunisie. Alors, je ne vais pas introduire la situation. Vous connaissez la situation en Tunisie. On me dit non, mais si, vous le savez qu'en ce moment le racisme tue en Tunisie, que le régime est de plus en plus autoritaire. Je me risquerai pas à faire une analyse. Je préfère quand même que l'on puisse avoir des gens bien informés, bien documentés pour intervenir sur ce débat. Les introductions seront de 10 minutes, un quart d'heure chacune et chacun. Et ensuite, retour vers la salle pour un débat, des questions, des interventions éventuelles. Et nous clôturerons ce débat à 14h45. Le premier qui se lance, c'est Atem. Oui. Bonjour à tous, bonjour camarades, toujours un plaisir de vous rencontrer. Je vais brièvement introduire la situation en Tunisie. Le pays a connu en tout cas le 25 juillet 2021 un coup d'État qu'on peut aussi inscrire dans la vague des coups d'État qui se déroulent sur tout sur le sol africain, en tout cas dans d'anciennes colonies françaises. Un coup d'État qui a ceci de particulier, qu'il a été quand même porté, ou en tout cas encouragé par une bonne partie de la population, mais également des élites. Donc ça, c'est le premier point intéressant. Donc c'est un coup d'État aussi particulier parce qu'il a été perpétré par quelqu'un qui était déjà au pouvoir, donc le président de la République Kais Saied, élu en 2019, avec des prérogatives assez restreintes. Donc pour donner le parallèle avec ce qui se passe en France, avec à peu près les prérogatives d'un président français en cohabitation, sous cohabitation, c'est-à-dire avec quelques domaines réservés et l'essentiel du pouvoir échéant plutôt au Premier ministre et au Parlement. Donc il a profité d'une crise multiple, une crise politique, une crise socio-économique. La révolution de 2011, qui est partie d'un mouvement social, n'a jamais été capable, en tout cas les gouvernants n'ont jamais été capables de trouver une solution à la crise de base qui était socio-économique. Donc il y a eu des avancées en matière démocratique, en matière de liberté, mais personne n'a jamais été capable de trouver des solutions radicales aux problèmes socio-économiques. Et tout ceci a été aggravé par la crise du Covid. La Tunisie a été particulièrement touchée, surtout au tournant de l'été 2021, par une vague, ceci est loin, mais une vague du variant Delta à l'époque, qui a été particulièrement meurtrière, avec un pays qui n'a pas reçu suffisamment de vaccins, où la crise politique était un facteur aggravant de la situation. Donc profitant de tout cela, le président de la République a décrété l'article 80, ou en tout cas mis en place en le violant l'article 80 de la Constitution, qui est une transposition en droit tunisien de l'article 16 de la Constitution de la 5e, donc il donne des pouvoirs très élargis au président de la République, qui permet aussi de restreindre les libertés. Donc à partir de là,
il a commencé par s'en prendre petit à petit à tout l'édifice qui a été mis en place depuis la révolution de 2011 pour précisément ne plus retomber dans un despotisme que le pays a connu depuis l'indépendance jusqu'à la chute de Ben Ali. Donc il s'y est appliqué méthodiquement avec dans un premier temps un concours des élites, un concours très important des élites. Et donc il a commencé par s'attaquer à ce qui était le plus impopulaire, à savoir les partis politiques qui ont été, pour la plupart en tout cas, les partis politiques qui ont été au pouvoir n'ont pas donné la meilleure image de ce qu'on pouvait en attendre. Mais le président a joué un petit peu sur un terme populiste qu'on entend souvent, à savoir tous pourris. C'est-à-dire, je rappelle un petit peu ce que j'entends par populisme. Le populisme, c'est une division de la population ou du peuple entre deux groupes irréconciliables, à savoir un peuple censé être pur et en face une élite censée être corrompue. Et on ne fait pas dans le détail, c'est-à-dire toute l'élite est censée être corrompue. Et Kais Saied a réussi, il a été aussi aidé par les gouvernants, mais en tout cas a réussi à vendre cette image, c'est-à-dire des partis comme nos camarades du Parti des travailleurs qui n'ont jamais accédé au pouvoir, ils ont été amalgamés à des personnes qui ont exercé le pouvoir. Donc là, c'est pas ceux qui nous ont gouvernés sont pourris, on a réussi à vendre une autre image, c'est toute la classe politique et tous les corps intermédiaires sont pourris, c'est-à-dire partis politiques, syndicats, ONG. Donc il y a eu tout un travail de sape qui n'a pas été entrepris, pour être totalement honnête, que par le président de la République, mais il y a eu tout un travail de sape pendant 10 ans pour diaboliser le processus de démocratisation du pays, fait notamment par les anciennes élites qui voyaient pas d'un bon œil la démocratisation du pays. Et ces personnes-là se sont retrouvées en allié objectif de Kais Saied, donc l'actuel président de la République, qui lui a une toute autre lecture. En bon populiste, il estime que toutes les strates intermédiaires sont là pour pervertir ou pour confisquer le pouvoir populaire. Et donc, il veut supprimer toute strate intermédiaire entre le peuple et son représentant ultime, qui serait le président de la République. Et donc, depuis, il a œuvré méticuleusement à, on va dire, débrancher un à un toutes les briques qui ont servi à l'édification en tout cas pas d'une démocratie, mais en tout cas d'une démocratie naissante, c'est-à-dire l'état de droit, c'est-à-dire les partis politiques, c'est-à-dire les syndicats, et il a mis en place un régime, il est en train de mettre en place un régime dans lequel il y a des élections au sein vraiment des plus petites circonscriptions, pas sur des partis, mais sur des personnes. L'intérêt, quand on est gouverneur, ce faisant, on va empêcher l'émergence de blocs cohérents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Assemblée, il n'y a pas vraiment, on ne peut pas dire il y a tel parti ou tel parti, il y a plutôt des individualités, et en général, quand vous avez des poussières d'individus, ou en tout cas des éléments indépendants les uns les autres, vous pouvez plus facilement avoir le pouvoir. Et en contrepartie, il y a un président de la République qui a les pleins pouvoirs, qui est jamais responsable ni devant l'Assemblée, qui peut pas du tout être déchu de son poste, et qui est pas responsable de tout ce qu'il fait. Donc ça, c'est le système politique. J'essaye d'aller vite, mais ça, c'est le système politique qui a été mis en place par la Constitution, qui a été votée, soumise à référendum le 25 juillet 2022, c'est-à-dire un an après le coup d'État. Donc ça, c'est pour donner le contexte politique. Après, le président aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, c'est il est en train de restreindre les libertés, parce que s'il reste populaire, aujourd'hui tous les sondages d'opinion s'accordent à dire que c'est la personnalité la plus populaire, son projet l'est beaucoup moins. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a sollicité les suffrages des Tunisiens, il n'a pas été suivi. C'est-à-dire le maximum qu'il avait atteint, c'est 30% au niveau du référendum pour cette nouvelle constitution. Mais depuis, il y a eu 11% par exemple pour les élections législatives, ce qui est un record mondial. 11% de participation, c'est un record mondial. Et pour pouvoir se maintenir au pouvoir,
il se retrouve, comme il est contre les partis politiques, il n'a pas d'appareil, il n'y a pas vraiment de remontée de terrain, il n'a pas de structure cohérente. Les gens qui le soutiennent aujourd'hui sont de nature très diverse. Il y a des opportunistes, il y a des personnes qui sont contre l'existence même de l'islam politique et donc qui vont soutenir n'importe qui du moment qu'il les débarrasse d'une expression de l'islam politique, parce que si on examine les termes, le président de la République est lui-même un islamiste, c'est celui qui a introduit la charia, par exemple, dans la Constitution, ce que même les islamistes de Narda n'ont pas réussi à faire. Mais donc on a une convergence d'intérêts entre des gens qui n'ont pas eu forcément leur chance pendant les 10 dernières années, qui estiment que maintenant, en ayant éliminé les grands partis, peut-être qu'ils auraient cette chance. C'est un faux calcul à mon sens, parce que et c'est un calcul qui est fait notamment par certains de nos camarades à gauche qui ont essayé, qui se sont présentés au suffrage et qui ont recueilli très très peu de sièges. Donc on ne va pas racheter un non-ancrage populaire en éliminant les plus gros. Ça se passe pas comme ça. Il y a le réel, un moment qui s'allie. Et puis l'autre point pour moi très important, c'est que n'ayant pas de parti politique, il doit s'en remettre au système, à l'administration dans son sens le plus large, c'est-à-dire à la bureaucratie très liée à l'ancien régime et qui voit d'un très mauvais œil les 10 années post-révolutionnaires, donc qui est bien contente qu'il y ait un retour à l'ordre, et aussi aux forces de sécurité, à savoir les forces armées et les forces de police, qui elles aussi voient plutôt d'un bon œil cette association avec le président, avec un président quand même qui est très complotiste, qui voit tout par le prisme du complot, c'est-à-dire qu'il est capable de vous analyser n'importe quelle situation par le prisme du complot. La situation socio-économique est un complot. La question des migrants, bon, Hakim va en parler, mais c'est aussi une vision complotiste, c'est-à-dire que c'est la théorie du grand remplacement. On veut remplacer les Tunisiens par des Noirs chrétiens. Enfin, pour aller vite, je vais laisser Hakim développer. Donc c'est quelqu'un en fait qui est très perméable au complot. C'est pas un Donald Trump. Un Donald Trump, je pense qu'il ne croit pas au bullshit qu'il raconte, mais il sait qu'il y a un public récepteur. Là, dans le cadre de mon livre, je me suis entretenu avec beaucoup de personnes qui ont discuté en privé avec le président, et c'est quelqu'un qui croit vraiment. C'est Jean-Michel Complot. Enfin, on n'est pas loin de ça. C'est-à-dire, je raconte, il y a un des députés qui a essayé de le convaincre de se faire vacciner en 2021 pour lui dire, donnez l'exemple. Vous êtes dans la tranche d'âge des personnes vaccinées, allez donner l'exemple. Et il lui a dit, vous savez, tout ceci, c'est un complot chinois pour changer le nouvel ordre mondial. C'est vraiment la personne qui va sur les sites complotistes et qui s'en abreuve. Le problème, c'est que cette personne, aujourd'hui, elle a les pleins pouvoirs, que les services de sécurité ont compris qu'il était manipulable à souhait, qu'il voit des complots partout. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il est en train de prendre, mais vraiment au premier degré, tous les rapports qui lui sont remontés par les services et qui font état de complots. Alors, je ne compte plus le nombre de fois où il a failli être assassiné, sans jamais qu'on arrête qui que ce soit. Sauf, et j'en discutais, après, ils ont forcé la dose et ils l'ont convaincu qu'une bonne partie de ses opposants se sont réunis pour le tuer. Et depuis le mois de février, nous avons des personnalités aussi radicales, là je peux le dire, je suis chez GDS, aussi radicales que des sociodémocrates, vous voyez c'est très dangereux, un social-démocrate, qui sont aujourd'hui en prison, arrêtés en vertu de la loi antiterroriste et soupçonnés d'une vingtaine de chefs d'accusation, dont 6 ou 7 peuvent mener jusqu'à l'échafaud. Soupçonnés d'avoir tenté de tuer le président, de complot terroriste, d'organiser les pénuries alimentaires qui existent aujourd'hui. La situation est très grave et au lieu de prendre à bras le corps et d'essayer de comprendre quels sont les points qui génèrent cette crise-là, on est en train vraiment d'inventer des complots tous les jours. On a un appareil judiciaire qui joue le jeu du président et on est en train d'arrêter, par exemple, le parti islamiste Narda aujourd'hui, mais je dis bien tous ces responsables sont en prison, tous. Et pas du tout pour ce qu'on leur reproche, sur des déclarations sur Facebook, enfin sur des trucs totalement ridicules. Des gens sont en prison, risquent la peine de mort, y compris d'ailleurs au sein des pro-Qais Saïed, parce qu'il y a une lutte d'influence, il y a une lutte d'appareil, c'est-à-dire toute personne qui tombe en disgrâce risque d'aller en prison.
Nous avons à peu près une quarantaine de prisonniers politiques, de personnalités politiques de premier plan qui sont en prison aujourd'hui pour des raisons politiques. Nous avons une justice aux ordres. Shaima va développer ça après. Et voilà la situation. La seule difficulté que nous avons, et c'est en ça que c'est compliqué, c'est que le président est en train de donner une vision assez cohérente. C'est-à-dire qu'il est en train de jouer de tous les rejets et de toutes les frustrations au sein de la population. Donc ça peut être le racisme, ça peut être les injustices. Il est en train de déployer un discours de gauche, ce qui rend pour nous, gens de gauche, la tâche encore plus difficile, c'est-à-dire qu'il utilise nos mots pour mettre en place un système profondément réactionnaire, mais en jouant aussi des trahisons de nos camarades qui en tout cas n'ont pas pris à bras le corps la question sociale. Et donc c'est très difficile de s'opposer à un discours irrationnel, un discours donc complotiste, mais à un discours, parce que la force du discours complotiste, c'est qu'il y a toujours un fond de sauce qui est vrai. Donc quand il déploie un langage social, nous pouvons démontrer par A plus B que c'est un système réactionnaire qu'il veut mettre en place, mais en contrepartie, nos camarades de gauche qui n'ont pas été capables de donner des solutions aujourd'hui se trouvent dans la peine de dire il a un langage de gauche mais c'est pas un bon langage, et les gens leur disent mais vous avez eu le pouvoir, vous n'en avez rien fait. Donc voilà la situation, elle est dramatique, et voilà le défi en tout cas qui s'impose à la gauche démocratique que nous essayons de représenter. Merci. Merci Hatem de cette présentation, je dois dire, très claire et pas très optimiste. Du coup, je passe, donc il y a un micro, la parole donc, à Hakim Fekki, qui est blogueur. Il va préciser ce qu'il fait plus précisément. Merci beaucoup. Oui, du coup, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'accueil et l'organisation de ce débat. Du coup, pour répondre à ce que je fais précisément, globalement, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, j'écris, sur Instagram, j'essaie de faire des vidéos un peu de vulgarisation de l'actualité. Et donc, chaque semaine, je me retrouve à parler du président. Hatem, tu as très bien expliqué la situation globalement. Et en complément, en fait, ce qui est assez spécifique à cette dictature qui s'installe, c'est le point du racisme. On a déjà eu des dictatures auparavant en Tunisie, sous Bourguiba, sous Ben Ali. Mais là, c'est la première fois qu'on a cette question du racisme en Tunisie qui est au premier plan. Et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Bon, la question de l'immigration en Tunisie, elle ne s'est jamais vraiment posée. C'est plutôt la question de l'émigration qui s'est toujours posée. On a toujours eu des gens qui viennent de pays d'Afrique subsaharienne, des étudiants. Il n'y a jamais vraiment eu de problème. Mais avec ce président-là, on est passé à une toute autre dimension. Pour donner quelques éléments de contexte, alors, depuis quelques mois, il y a toute une campagne sur les réseaux sociaux, une campagne raciste, xénophobe contre les immigrés d'Afrique subsaharienne. Cette campagne, elle est perpétrée par un parti qui s'appelle le Parti nationaliste tunisien. C'est un micro-parti, mais il est assez présent sur les réseaux sociaux, et son discours, en fait, a trouvé un public. Il y a du racisme dans la société tunisienne, ça c'est quelque chose que l'on sait. Et en fait, ce parti a commencé à alimenter avec cette campagne sur les réseaux sociaux. Et le moment où il y a vraiment eu une bascule, c'est le 21 février 2023. Le 21 février 2023, suite à cette campagne sur les réseaux sociaux, ça a commencé en fait à devenir un sujet qui est traité dans les médias, avec des chroniqueurs aussi qui ont leur responsabilité sur ça. Et donc, Kais Saied, étant bon populiste qu'il est, il essaie toujours de capter les débats sur les réseaux sociaux et de les tourner à son avantage. Et donc, le 21 février 2023, il publie un communiqué. Et dans ce communiqué, il parle, je cite mot pour mot, d'un complot visant à remplacer la population tunisienne, à changer la structure démographique de la société tunisienne. Je pense que ça fait écho ici à une certaine théorie du grand remplacement. D'ailleurs, Éric Zemmour avait partagé un article sur ce communiqué. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Une parole officielle d'État qui va directement attaquer des populations immigrées.
Sachant que le nombre d'immigrés d'Afrique subsaharienne en Tunisie, il est dérisoire. On compte à peu près 50-60 000 immigrés d'Afrique subsaharienne, c'est rien du tout. Et pourtant, ça a fait l'objet d'un discours officiel du président. Et derrière, en fait, après ce discours-là, et c'est là qu'on voit le danger que peut avoir la parole politique qui est au sommet de l'État. Après ce discours-là, en fait, il y a toute une vague de racisme, de violence dans la société qui a déferlé, et c'était vraiment horrible à voir. Il y a eu des violences, du harcèlement, des agressions, des personnes qui ont été sorties de leurs appartements, des Noirs qui marchaient dans la rue, qui se faisaient arrêter par les gens de la population pour leur demander où sont vos papiers. Voilà, beaucoup de violence, et c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et il y avait même une question dont on ne parle pas assez. Les Noirs tunisiens ont aussi été victimes de ces persécutions. Parce que du coup, les gens ont commencé à confondre. Et voilà, donc pendant des semaines, on a eu cette vague de violence contre les immigrés. Et derrière, le président a essayé un peu de calmer le jeu. Pour la petite anecdote, il a invité un président d'un pays d'Afrique subsaharienne, je ne me rappelle plus exactement lequel, et il a fait un discours avec lui en disant « Vous voyez, j'ai un ami noir ». C'est une vraie histoire. et voilà, donc voilà, il a essayé de calmer le jeu. Ensuite, le deuxième épisode, c'est en juillet 2023. En juillet 2023, il y a un Tunisien qui a été assassiné par les personnes qui ont été soupçonnées sont des personnes d'origine de pays d'Afrique subsaharienne. Bien sûr, il y a eu cet assassinat-là, et derrière, toute une vague de violence dans la ville de Sfax contre les immigrés d'Afrique subsaharienne. Et là, on est passé à une dimension beaucoup plus grave que ce qu'on avait vu en février. Si vous voyez les vidéos de ces violences, on ramenait des personnes, des immigrés, on les mettait dans un endroit, on les tapait avec des bâtons, on les obligeait à crier « Vive la Tunisie, vive la Tunisie », vraiment des images horribles à voir. Et si bien que les autorités ont vu ce qui s'était passé, ils ont envoyé les policiers pour aller protéger, entre guillemets, ces populations. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que les policiers, ils ont sorti les personnes de chez elles, ils les ont emmenées dans leur voiture, et ils sont allés les jeter dans le Sahara, dans le désert, aux frontières avec la Libye. Ils les ont laissés là-bas, sans eau, sans nourriture, pendant des jours. L'aide humanitaire a été... Il n'y avait pas beaucoup d'aide humanitaire. Bon. Ouais, voilà. Elle était interdite. Il y a des ONG qui ont essayé, mais voilà, c'était vraiment difficile. Et les personnes ont été dans le désert, sans eau et sans nourriture. On compte pas moins de 1200 ou 1500 personnes qui ont été jetées comme ça. Donc ça, c'est la situation. Et pour avoir une vision un peu plus politique et prendre un peu, regarder ce qui se passe un peu au sommet de l'État, en fait, Kais Saied a utilisé un peu ces épisodes pour négocier avec l'Union européenne. Il y a eu cette négociation qui a eu lieu avec la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, avec Ursula von der Leyen de la Commission européenne et je crois le Premier ministre des Pays-Bas. Voilà. Et donc ils sont venus et ils ont négocié un pacte, un accord entre l'Union européenne et la Tunisie qui suit un peu la politique d'externalisation des frontières européennes, qui était de dire grosso modo l'Union européenne, on va donner de l'argent à la Tunisie, par contre vous vous occupez d'arrêter les flux de migrants. Donc l'Union européenne, sachant très bien ce qui s'était passé, va financer le gouvernement tunisien pour qu'il continue à faire ce qu'il fait. L'Union européenne est complice des crimes que perpètre Kais Saied. Et donc voilà, et dernier épisode qui s'est passé cette semaine, une délégation de l'Union européenne, et cette fois des partis sociaux-démocrates, a voulu rendre visite à la Tunisie pour un peu comprendre ce qui s'est passé. C'était aussi suite à la vague d'immigrés qui sont arrivés à Lampedusa cette semaine. Ils ont voulu venir en Tunisie. Kais Saied a refusé de les accueillir. Il leur a dit, vous n'êtes pas les bienvenus en Tunisie. Donc on voit très bien qui sont ses alliés. Il refuse une délégation du Parlement
de sociaux-démocrates, il négocie avec l'extrême droite italienne. On voit très bien les alliés de ce président. Et voilà, donc, en conclusion, le tableau est horrible, le tableau est noir, mais si je veux finir sur une note un peu positive, depuis des mois, depuis des années, en Tunisie, il n'y a plus de mobilisation. Les gens n'arrivent plus à se mobiliser, il n'y a plus de mouvements sociaux, tout le monde en a marre de la politique, c'est ce qu'a expliqué d'ailleurs le coup d'État. Cet épisode-là, aussi malheureux qu'il soit, a fait un sursaut au sein de la population, notamment au sein d'une partie de la jeunesse. C'est très minoritaire, hein, mais il y a eu un sursaut et il y a eu des manifestations qui ont été organisées contre ce qui se passait. Et j'ose espérer qu'à l'avenir, ce mouvement prendra un peu plus d'ampleur et que ça devienne vraiment le point sur lequel on va attaquer le président, parce que ce qu'il a fait ne va pas être oublié facilement dans l'histoire de Tunisie. Merci. Je prends ce micro, donc merci beaucoup. En plus, c'est un sans faute sur le temps d'intervention. Donc maintenant, je vais donner la parole donc, à Sheima, qui est donc du CRLDHT, donc acronyme du Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie, et donc qui a initié cette réunion sur notre stand. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation déjà. Aujourd'hui, en fait, nous devions avoir avec nous Madame Lydia Chabel et Madame Nahia Amoussé, avec qui sont malheureusement excusées. La fête de l'humanité, c'est pas vraiment facile à tenir 3 jours dessus. Je voudrais d'abord commencer par exprimer ma solidarité envers le peuple marocain et le peuple libyen après les catastrophes qui les ont touchés. J'exprime aussi ma solidarité envers toutes les populations qui ont été touchées par les catastrophes naturelles cet été, surtout les incendies, les inondations, on en a vu beaucoup. Et donc, la question du climat, je pense que c'est une question centrale qu'il ne faut pas oublier. Même si aujourd'hui on est très concentré sur les trucs politiques, on va revenir un peu aussi au droit. Hakan a beaucoup parlé de la répression de la façade, de la montée de cet autoritarisme. Hakim aussi, il a parlé de cette répression des libertés des migrants. Moi, je vais essayer de parler un peu de manière globale sur la situation économique et sur la situation des libertés. Alors en Tunisie, depuis 2011 jusqu'à 2019, la situation n'était pas très florissante non plus. Pour dire que la situation était un peu difficile, même s'il y avait des avancées sur le plan des libertés, sur le plan politique, etc. Mais sur le plan économique, la situation du pays était quand même difficile. On avait beaucoup de dettes qu'on avait traînées depuis Ben Ali, depuis Bourguiba, etc. Et le système économique même n'est pas avancé pour qu'il y ait une certaine relève. Donc on se retrouve en 2019 aussi avec Khaled Said, avec plein de dettes, avec le FMI, la Banque mondiale qui nous doit énormément d'argent, plein d'autres pays aussi, et pas de plan de relance économique, toujours. Donc le problème, c'est que les gouvernements se sont succédés. Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes pour nommer des gouvernements déjà, parce qu'il n'y avait pas d'accord entre les partis, tout ça. Mais au fur et à mesure, on voyait s'établir les gouvernements et on ne voyait pas de visibilité par rapport à la situation économique. Au contraire, la situation n'a fait que se décliner. Du coup, on s'est retrouvé avec une balance économique très déficitaire, pas assez de devises, et le pire, c'est que ça a touché carrément les trucs de base, les denrées de base, justement. Avec la guerre en Ukraine, la situation a empiré, tout à fait, donc pas de sucre, pas de café, pas de blé. Et la situation fait que, justement, aujourd'hui en Tunisie, il y a des queues énormes devant les boulangeries pour avoir du pain. Les gens n'arrivent pas à avoir facilement leur pain. Et sur le plan culturel, c'est très important, hein, c'est très symbolique parce que les Tunisiens mangent énormément de pain. Donc
Donc voilà, ça crée une certaine frustration sociale, plus que les situations d'avant, mais malgré ça, il n'y a pas eu vraiment de mouvement social, on n'a pas eu de manifestations dans les rues par rapport à ça, et c'est assez surprenant. Mais Prestside essaie toujours de se créer des petits chemins, d'essayer d'apaiser, justement en rejetant la faute sur les corrompus, qui sont les élites, en essayant de justifier ça par la théorie du complot. Et je crois qu'à jusqu'à une certaine mesure, ce discours il prend. D'ailleurs, sur le plan des libertés, avec la nouvelle constitution qu'il a écrite avec une commission, mais la commission finalement a dit non, ce n'est pas le texte que nous avons écrit. Lui, ça c'est un autre projet qu'on ne connaît pas. Qu'il a présenté au référendum en 2022, au 25 juillet 2022, et qui a été finalement adopté, même si le taux de participation était vraiment faible. Là, je répète ce que dit Hack, mais c'est parce que pour moi c'est très important et c'est très représentatif de la politique de Prestside. C'est que même si ça n'a aucun sens, ce qui fait que ce n'est pas adopté par le peuple, il continue toujours sur la même lancée. Du coup, cette constitution-là, elle est vraiment très grave et très dangereuse dans le sens où il y a beaucoup de répression au niveau des libertés. Donc non seulement elle a introduit la charia, ce qui est très grave parce que s'inspirer de la charia pour des lois civiles, ça ce n'est pas pour la construction d'un État démocratique forcément, mais aussi au niveau des libertés, il y a beaucoup de lois très liberticides. C'est-à-dire que même s'il a gardé une partie de la Constitution de 2014, les nouvelles lois qui sont inscrites dans cette Constitution répriment un peu l'application des lois de 2014. Donc c'est très confus, je ne vais pas m'attarder sur ça, je ne suis pas juriste, je ne saurais pas vous expliquer d'une manière simple et efficace la situation, mais je vous dis globalement que cette Constitution-là, elle est vraiment très dangereuse pour la liberté, mais il n'y a pas que la Constitution. Le problème, c'est que aussi les décrets qui est en train de sortir depuis le coup d'État, ou le coup de force, ou l'autocoup, comme diraient certains, du 25 juillet 2021, il n'arrête pas de sortir des décrets qui sont très liberticides, justement, et qui répriment énormément de liberté. D'ailleurs, le décret numéro 54, c'est par rapport à la liberté d'expression, et à travers lequel il a mis plusieurs personnes en prison, que ce soit des journalistes, des opposants, ou même des gens qui ont juste fait des déclarations sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Il y a un journaliste qui a pris 5 ans de prison là récemment pour une communication sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est très très grave. Et avec Prestside, on n'arrête pas de voir qu'il y a vraiment une fuite vers l'avant dans ce sens-là. Il y a aussi le fait qu'il s'est attaqué aux migrants, c'est vrai. Il n'a pas directement touché les droits des femmes, mais il est contre, par exemple, l'égalité dans l'héritage. Et ça, il l'a dit depuis sa campagne. Il l'a dit depuis sa campagne, c'était clair depuis le départ, mais il n'y a aucune avancée, par exemple, par rapport aux droits des femmes. Et d'ailleurs, la ministre des droits des femmes, des seniors et de la famille, a fait un projet, une petite tentative de rectification de la loi cadre de 2018, qui est une loi pour la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une loi très complète qui était vraiment un accomplissement énorme pour les luttes féministes tunisiennes. Et sous prétexte qu'elle voulait chercher des moyens d'application de cette loi, elle voulait y apporter des modifications pour qu'elle soit moins efficace. Et heureusement qu'il y a eu beaucoup de vigilance de la part des associations féministes pour
que ça n'aille pas plus loin, que ce projet de réforme s'arrête là. Mais sur le plan des libertés individuelles, il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup d'attaques envers les communautés LGBTQI+. À travers, que ce soit à travers ses soutiens, donc ses proches, et surtout le parti national tunisien, le parti national tunisien, qui fait des campagnes, mais vraiment d'une manière très soutenue. Hein. C'est pratiquement toutes les semaines, il sort une nouvelle vague de haine. Donc, des fois, ça touche les femmes, des fois, ça touche les noirs, des fois, ça touche les communautés LGBT. Enfin, de toute façon, ils ont toujours une cible, et la faute, ça ne vient jamais d'eux. Et c'est un peu l'essence même de la politique de Palestine. On pourra en discuter après un peu plus dans le débat. Moi, je voudrais revenir sur la question des opposants. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, Khaïm Tolki, par exemple, ça fait plus de 250 jours qu'il est en prison. Aïssam Cheri aussi, Razi Shawishi, et ces gens-là sont dans des conditions vraiment catastrophiques. Plusieurs des opposants de Nahda sont entrés en grève de la faim et n'ont pas réussi à avoir le suivi médical nécessaire. Donc plusieurs sont retrouvés à l'hôpital, enfin il y a eu des allers-retours à l'hôpital, etc. Et leur situation sanitaire dans les prisons et tout ça, c'est vraiment catastrophique. Et il n'y a pas assez de mouvements de soutien, il n'y a pas assez de dénonciation par rapport à toute cette répression politique. Moi j'ai terminé mon intervention. Je vais juste dire quelques mots sur nos prochaines actions du comité pour le respect des libertés et des droits humains en Tunisie. Le 28 prochain, à partir de 18h30, on va avoir une rencontre au Marquet Rouge, et ça va porter sur la question de la répression des prisonniers politiques et des détenus d'opinion. Donc ça sera au Marquet Rouge le 28, avec des témoignages des familles des prisonniers. Et aujourd'hui, tout ce qu'on voudrait, c'est vraiment qu'il y ait plus de soutien pour les mouvements démocratiques tunisiens, qu'il y ait plus de pression au niveau des pays de l'Union européenne pour ne pas appliquer justement ces politiques migratoires discriminatoires et surtout meurtrières. Et nous, on en voit directement les répercussions en Tunisie et ailleurs, dans les frontières. Merci beaucoup. Merci à tous les trois, donc Hakim, Atem et donc Sheima, de nous avoir finalement, je le disais en aparté, nous sommes en tant que militants informés sur la situation en Tunisie, mais comme parfois on a du mal à mettre tout ça en perspective, bien que nous ayons suivi tous les événements depuis la révolution de 2011 et les révolutions arabes de manière générale. Donc je comprends que le pouvoir détricote finalement tous les acquis de la révolution et de la constitution de 2014. Je ne suis pas là pour interpréter, mais donc la parole est à la salle pour des interventions. Des questions. Et bon. Bonjour, excusez-moi. Alors voilà. Est-ce que vous pensez que dans la situation actuelle, en Tunisie ne soit pas comportée par d'autres pays, notamment pays voisins? Donc, je veux bien citer Brésil, donc qui a tout intérêt de maintenir les choses telles qu'elles sont en Tunisie, pour que ce ne soit pas une épidémie de démocratie. On voit bien le printemps tunisien qui a décollé, qui a démarré, qui a réveillé des consciences de la population et qui a touché à côté le mouvement algérien, qui était le Ferrat, qui était
qui a explosé en termes d'épidémie du printemps arabe. Et puis, tout a été étouffé. Bon, à l'avantage des gouvernements des pays, il y avait le Covid, il y avait le Corona qui a freiné tout cet élan. Mais est-ce que vous pensez pas que les gouvernements des pays limitrophes soient, je vais dire les mots tels que je les pense, j'ai 99% de chances d'avoir faux, mais soit instigateur de cette situation. La preuve qu'on fait. Donc, on a vu pas mal d'actions de la part du gouvernement algérien à offrir des chèques à blanc pour le gouvernement tunisien, soi-disant pour éponger la dette. Alors que non, quand je veux aider un gouvernement, je veux aider un État. J'investis pour l'économie du pays. Je vais pas payer la dette d'un autre pays. Notamment, c'était la France. Donc, l'Algérie a payé 50 millions d'euros pour des dettes que la France, que la Tunisie avait envers la France. Donc, c'était Monsieur Macron qui a empoché et c'est pas du tout le peuple tunisien qui a fait. Donc, est-ce que vous pensez pas que ces gouvernements sont un peu la partie cachée de l'iceberg de ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie? Parce que je suis bénévole depuis fort longtemps chez la famille en Tunisie. Et donc, moi je me suis toujours demandé d'où il venait ce président. Dans la famille, on se posait des questions parce que, il était venu un petit peu en Tunisie, mais c'est comme si d'un seul coup on n'avait pas la tête de se présenter aux élections municipales, aux présidentielles, c'était un juriste reconnu. C'est vrai qu'il n'a pas de passé politique. Moi non plus, je mais je ne sais pas comment ça se fait qu'il fasse comme ça. Ensuite, bien évidemment, pour ce qui est de la France, la Tunisie, l'affaire Marzouki, qui était quand même, on l'a sorti de Tunisie, du temps de Ben Ali, il était démocrate, social-démocrate, de gauche, il s'est retrouvé à revenir avec quand même des gens un peu recommandables, en tout cas pour de notre côté à nous. Voilà, et pour les Tunisiens non plus. La position de tous les sociaux-démocrates, quand même, à l'Assemblée nationale, on va trop faire de telle sorte que ce type n'arrive pas et que les voies démocratiques ont quand même bien tourné en rond pendant quelques temps. C'est vrai que le peuple tunisien est un tout petit peu perturbé par tout ça aussi, par toutes les forces démocratiques. Je peux l'avouer, que les musulmans intégristes soient en prison. Je ne sais pas si d'un seul coup tout le monde va se rebouger pour les faire ressortir. Je ne sais pas. Là. Et pourtant, je sais que je ne suis pas d'accord pour la torture, pour les prisons, tout ça. Dans ce pays, il y a beaucoup de manger, il y a par rapport à tout ça, avec des trahisons, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. À chaque fois, Marzouki, je n'étais pas très bien avec les intégristes, hein, quand même. Et on a fait de telle sorte qu'il y avait en France, pour le sauver, je fais partie des gens, je faisais partie de ce comité de soutien. J'avoue que je le regrette largement. Hein. Non mais bon. Oui, c'est une autre époque, mais bon, ça là. Je voudrais avoir votre sentiment aussi sur tout ça, sur l'Assemblée nationale, élus démocratiquement, qui n'ont pas non plus leurs histoires entre eux. C'est quand même un peu lourd, quoi. Je sais que nous, la gauche, elle n'est pas terrible ici. Et au regard de ce qui se passe là-bas. Bonjour. D'abord, merci énormément de vos introductions qui étaient particulièrement claires. Je partageais tout à fait ce que disait Jean-François. On a beau essayer de suivre la solidarité avec le peuple tunisien, on a besoin vraiment de choses plus claires. C'était super vos présentations. Donc moi je suis question du FTA. J'avais deux questions. La première assez précise. Quand vous disiez que Kais Saied c'était la lutte contre les élites, et même d'un certain point de vue que ça marchait même contre la gauche, quelque part, il fait, vu d'ici, mais peut-être pas de Tunisie,
est-ce qu'il ne fait pas quand même plus partie des élites, comme prof de droit, etc., que Hamami ou les représentants de la gauche connue en Tunisie? C'est quand même un tour de force que lui se fasse passer pour anti-élite. Alors c'est classique chez les populistes, qui sont comme toutes les élites, sauf eux, quoi. Mais en général, ils viennent pas, c'est pas des gardiens voilà, ils viennent pas du bled, quoi. Donc voilà, ça c'est quand même un tour de force. Mais et donc une partie de la gauche tunisienne a toujours été dans l'opposition, et c'est ma deuxième question. Voilà, quand se sont succédés des gouvernements Ennahda et je ne sais pas comment les autres du début, centre, droit, gauche, je ne sais pas comment on peut dire, qui avait un pôle, qui avait eu pas mal de voix, le front de gauche, voilà, mais qui n'a jamais été au pouvoir. Et donc une des questions, j'imagine, à gauche, en Tunisie d'abord, mais aussi ailleurs, c'est comment ça n'a pas réussi à apparaître comme une alternative. Et bon, le fait que, en plus, Kais Sayed, d'après ce qu'on avait lu au début, les Tunisiens disaient qu'il ne sait pas parler, on ne comprend rien de ce qu'il dit et tout, donc c'est pas le tribun qui, par son énorme force de conviction, a réussi à emporter tout le monde. Donc il devait correspondre à une situation à un moment donné, et voilà, il a été porté, pour le dire, mais il y avait une situation de blocage et d'absence de perspective, j'imagine, en Tunisie. Et là, c'est une non-responsabilité plus que celle de la gauche tunisienne, je pense. Dans un pays comme la Tunisie, qui, à la différence de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis, mais même peut-être de l'Algérie ou de l'Égypte à un autre niveau, se prétend pas comme devant donner des solutions pour le monde entier. Le fait de s'opposer au système international, et en particulier à la dette, de vouloir mettre à bas le système des injustices, j'imagine qu'en Tunisie c'est plus compliqué que dans d'autres pays, et en même temps on voit bien qu'on ne peut pas échapper à ça. C'est-à-dire que le fait que la Tunisie soit liée par tous les accords avec l'Union européenne, soit liée par la dette, soit étranglée par la dette, fait qu'il n'y a pas de perspective. Et donc la discussion qu'on a, je pense, c'est que nous, en Europe, on n'a pas du tout assez porté la question de la dette, même s'il y a des ONG, s'il y a des TM attaques et tout, qui disent qu'il ne faut pas payer la dette. On n'a pas réussi à porter ça à un niveau suffisamment de masse pour dire que ça nous étrangle en France, et ça étrangle surtout les pays du Maghreb, du sud de la Méditerranée, et ça aboutit à des horreurs. Voilà. Donc, nous, c'est notre responsabilité, et peut-être qu'il y a aussi, et là c'est le débat entre les Tunisiens et les Tunisiennes, une responsabilité de la gauche tunisienne de ne pas avoir donné des perspectives, en particulier basées là-dessus, parce qu'encore une fois, dans les élites tunisiennes, les principales, c'est celles qui ont le pouvoir économique, liées au pouvoir économique mondial, et là, elles n'ont pas l'air d'être mises en cause le pouvoir de Israël. Voilà, c'était un peu la question. Merci beaucoup. Merci Christian. Oui, une question très courte parce que j'ai prévu par 3 questions. Vas-y. Comme ça. C'est dans le prolongement de ce que dit Christian. Ce serait bien que vous expliquiez davantage qu'est-ce que devenu le front de gauche et la gauche. Et le complément, que devient le syndicalisme, qui a joué un rôle très important en 2011, très important, et qui, semble-t-il, ces derniers temps, semblait vouloir se positionner plus ou moins en opposition au nouveau président, mais avec pas mal d'hésitation aussi. C'est quand même un syndicaliste qui reste très fort, comparé à d'autres pays du Maghreb, un vrai syndicaliste, semble-t-il, qui a été un ça. Merci. Donc, qui veut répondre en premier? En fait, il y a 3 questions essentielles. Sur la main d'étranger, est-ce qu'il répond? Sur la main d'étranger, je vais répondre. Alors, ce qui est du rôle de l'étranger, je vais distinguer le cas particulier de l'Algérie, parce que c'était en sous-texte de la question, et le reste. Alors, l'Algérie, le régime algérien, pas le peuple frère, mais le régime algérien a toujours considéré, au moins à partir des années 80, et encore ça peut remonter au moins depuis les années 80, il a considéré que la Tunisie, c'était une sorte d'État vassal. Donc tous les gouvernants algériens ont traité la Tunisie de cette manière-là. C'est-à-dire, exemple très simple, Ben Ali en 87, quand il essaye de déposer Bourguiba, il a le feu vert d'Alger et de Rome. Il joue sur la question d'un pipeline gazier qui part d'Algérie, qui va en Italie. Il leur dit, il y a un président vieillissant,
c'est en train de partir en sucette, je vais arrêter ça, je le fais dans votre intérêt. Donc il y a toujours eu ce regard condescendant considérant la Tunisie comme un État vassal. Donc, évidemment, d'ailleurs l'un des tout premiers chefs d'État qui s'était exprimé après le coup d'État du 25 juillet 2021, c'était Tebboune, qui a dit en somme, les Tunisiens, nos peuples ne sont pas faits pour la démocratie. Alors, évidemment, il n'a pas présenté comme ça, mais en substance, c'est ce qu'il avait dit. On a vu un soutien clair et net et ferme de Tebboune à Kais Saied dans un premier temps. Là, c'est en train de changer. Donc le soutien est allé très loin et la pression est allée très loin jusque l'année dernière. Il y a eu une sorte de sommet africano-nippon organisé en Tunisie où le chef du Polisario a été reçu en chef d'État. Ce que la Tunisie n'a jamais fait, elle a toujours été sur une sorte qu'on appelle de neutralité positive, ne voulant ni s'aliéner les Algériens ni les Marocains. Donc le chef de l'État a été reçu, le chef du Polisario a été reçu comme le président de la République sahraoui socialiste. Donc ça a beaucoup fâché les Marocains. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'ambassadeur à Rabat et il n'y a pas d'ambassadeur marocain en Tunisie. Mais cela, manifestement, n'est pas allé suffisamment loin, parce que l'Algérie, maintenant, boude un peu. Donc, mais il y a toujours cette idée que, il y a une vision commune de Tebboune et de
vraiment fait que Kais Saïed accède justement à la présidence, je pense que c'est la désaffection du peuple tunisien des élites politiques. Parce que, justement, comme disait tout à l'heure Khatem, la question il y a plein de problèmes sociaux qui n'ont pas été gérés pendant toute cette période-là, de 2011 à 2019. Il y a plein de problèmes qui touchent directement la population qui n'ont pas évolué. Donc on est resté sur la question des droits, sur la question de la charia, état civil, état religieux, sur la question des droits des femmes. Enfin ça c'est la perception du peuple, hein. Ça c'est ce qui est très commun, c'est ce qu'on dit généralement dans la rue tunisienne. C'est ce que disent les gens. Que les élites qui ont été élues ne sont pas allées chercher à résoudre les problèmes du quotidien, qu'elles sont restées dans leur bloc à essayer de se convaincre ou de se chamailler les uns contre les autres, mais sans vraiment trouver de solution pérenne pour le pays. Et c'est pour ça, par refus de ces élites-là, Kais Saïed a été élu face à Nabil Karoui. Nabil Karoui qui a été lui aussi au deuxième tour des élections. Et Nabil Karoui, c'est un petit mafieux, d'ailleurs ami avec Berlusconi, qui a une chaîne télé, qui a aussi fondé un truc humanitaire, machin. Enfin, c'est un peu compliqué comme personnage, mais de toute façon, il n'est pas du tout politique. Donc c'était vraiment un personnage qui est apparu aux dernières élections. Voilà. Jusqu'à la fin. Et donc, Hakim, où en est la gauche tunisienne? Quelles sont les perspectives? Et tout est compté? Merci beaucoup. La question qui avait été posée, c'est pourquoi la gauche n'arrive pas à être une alternative? Je pense qu'il y a au moins 10 stands qui répondent à la même question en ce moment. Et en fait, je dis ça pas pour la blague, mais avant de penser, on ne peut pas penser la Tunisie en dehors de son environnement, du monde qui l'entoure. La gauche est en crise partout dans le monde. Donc la Tunisie ne fait pas exception. Donc ça, c'est un premier élément. Le discours de gauche, de manière générale dans le monde, n'arrive pas à convaincre les gens, n'arrive pas à accéder au pouvoir. Ouais. Pardon ? Je pensais que quelqu'un. Maintenant, sur la situation en Tunisie et la gauche tunisienne plus précisément, à mon avis, à moi, je pense qu'il y a une question d'abord d'un discours de la gauche tunisienne qui n'est pas audible par la population. Un discours notamment, et c'est dommage, et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là, mais notamment sur les questions sociétales, les questions de progressisme. Parfois, ce sont des questions qui sont très difficiles à aborder. Chaim a parlé tout à l'heure de la question de l'égalité dans l'héritage. Malheureusement, l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'héritage pour le contexte. Malheureusement, aujourd'hui, les personnes qui ont essayé de porter cette idée-là, ce combat-là, elles sont minoritaires. C'est très difficile, ce discours n'arrive pas à convaincre les gens. Et je pense que c'est aussi dû à un manque de travail théorique de la gauche tunisienne. Il y a peu de production théorique, d'études universitaires, sociologiques, de politique, de théorie politique. La gauche tunisienne, à mon avis, est assez pauvre de ce point de vue-là. Et en fait, à partir du moment où on n'a pas de fond, c'est normal que le discours derrière, il ne soit pas très audible. Donc je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là. Un autre point est, à mon avis, la question de l'ancrage territorial des partis de la gauche tunisienne. Malheureusement, la plupart des partis de la gauche tunisienne ne sont pas très bien implantés partout dans le pays, dans les régions, dans les villes, dans les communes. Il n'y a pas cet ancrage qu'on peut retrouver dans d'autres partis de gauche, dans d'autres pays, et c'est lié aussi à l'histoire de la gauche qui en fait, à la base, l'histoire de la gauche tunisienne, c'est aussi l'histoire d'une élite, une élite universitaire qui a commencé l'engagement à gauche. Donc c'est une gauche assez élitiste par moment et qui n'est pas vraiment connectée à la réalité du terrain. Un autre élément est, à mon avis aussi, la bureaucratie
au sein des partis de gauche. Quand je dis bureaucratie, ça vaut pour plusieurs partis. Hein. Il n'y a pas de parti visé en particulier, mais un manque de changement au sein des directions des partis, avec des personnes qui ont milité et qu'on respecte énormément tout ce qu'elles ont fait et qui ont été à la tête de leur parti depuis la création et en fait qui le sont toujours. Et en fait, ce manque de changement au niveau des visages que l'on va voir dans les médias, c'est toujours les mêmes personnes que l'on voit, et à un moment, il va forcément y avoir une lassitude. Et je parle aussi de cette question est liée aussi à l'incapacité des partis de gauche tunisienne d'intégrer la jeunesse. Au lendemain de la Révolution, les partis de gauche ont vu un afflux de jeunes qui ont adhéré dans ces partis, dans tous les partis de gauche. Encore une fois, il n'y a pas de parti visé. Beaucoup de jeunes ont milité, ont adhéré à ces partis et en sont très rapidement sortis parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver leur place. Et derrière, ces jeunes-là, en fait, ils vont aller se retrouver dans la société civile, au sein d'associations, au sein d'ONG. On en a besoin, bien sûr, mais c'est dommage que les partis politiques n'aient pas réussi à capter ce mouvement-là. Maintenant, pour ce qui est du Front Populaire, ce qui est arrivé au Front Populaire, comment dire pour ne blesser personne. Non, mais voilà. Il faut savoir que le Front Populaire, tout d'abord, ce n'est pas un parti, c'est une coalition de partis. Il y avait 9-10 partis au sein du Front, plus les personnalités de la société civile, etc. Donc voilà. Et notamment, au sein de cette coalition, il y avait 2 partis qui ont été les ennemis de toujours. Le Parti des travailleurs et le Patriote démocrate. Ce sont 2 partis qui ont toujours été adversaires depuis leur création. Et en fait, ce qui s'est passé au lendemain de la Révolution, c'est que ces 2 partis ont enterré la hache de guerre pour pouvoir former ce front. Notamment grâce au travail de Chokri Belaïs et de Hamad Hamel. Il y a eu ce front, il y a eu la percée électorale qu'on a connue en 2014. Le front est arrivé quand même 3e force politique du pays, néanmoins à relativiser parce que malgré qu'il soit 3e force politique, il était très loin derrière les 2 premiers partis qui étaient l'UNIDE, représentant de l'ancien régime, et les islamistes, très très loin en termes de score. Mais quand même. Et en fait, le Front Populaire n'a pas réussi à utiliser cette quinzaine de députés qu'ils avaient dans l'Assemblée pour pouvoir construire et avancer dans la construction du front. Au contraire, il y a eu des batailles internes, des querelles, notamment entre les partis qui étaient adversaires auparavant, qui ont enterré la hache de guerre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, à la veille des élections, Hamad Hamimi devait être candidat du Front Populaire et Mounjera, qui faisait partie du parti des Patriotes démocrates, a décidé de se présenter et il a créé une scission du Front Populaire. Donc on avait 2 candidats du Front Populaire qui ont fait tous les 2 moins de 1%. Alors que Hamad Hamimi en 2014 avait recueilli 7 ou 8%, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est un score honorable pour la gauche tunisienne. Et d'ailleurs, pour enchaîner sur cette division des 2 gauches et les conciliables, en fait, le coup d'État qui s'est passé, moi je trouve que pour la gauche, ça a été plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'on a vu, à partir du coup d'État, des gens d'une de ces 2 gauches, notamment Mounjera, le président, il n'était pas président, pardon, mais des Patriotes démocrates, qui sont allés directement soutenir le coup d'État. Et beaucoup d'autres personnalités de gauche, notamment aussi les nationalistes arabes, qui font partie de la gauche en Tunisie, c'est une spécificité. Mais voilà, plusieurs personnalités de gauche qui sont allées soutenir le coup d'État et qui soutiennent jusqu'à aujourd'hui la dictature. Il y en a d'ailleurs qui sont députés aujourd'hui. Et donc en fait, le coup d'État a permis finalement de faire un tri finalement qui sont les vrais démocrates et qui sont les soutiens de la dictature. Et dernière chose pour répondre sur le syndicalisme, parce que la question a aussi été posée, il faut aussi avoir en tête la spécificité du syndicalisme tunisien. L'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, n'est pas un syndicat de gauche. C'est un syndicat qui regroupe toutes
les sensibilités politiques. En fait, c'est lié à l'histoire de ce syndicat, qui est que le syndicat, déjà, il est plus vieux que la Tunisie. C'est un syndicat qui a été créé pendant la période de colonisation et qui a lutté pour l'indépendance aux côtés du parti d'Estorien, qui est ensuite devenu le parti de l'ancien régime. Donc, tout d'abord, il y avait cette proximité avec le parti d'Estorien, avec des épisodes où il y a eu des batailles entre le syndicat et le parti d'Estorien. Et donc, l'histoire en fait, de l'UGTT, elle est assez spécifique. C'est quasiment un parti politique à part entière, en fait, l'UGTT. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, le syndicat existe toujours. C'est une bonne chose. Le syndicat n'a pas à refuser de rentrer dans le processus de Kais Saied et de soutenir le coup d'État. Le syndicat essaie de s'opposer. Malheureusement, c'est une analyse personnelle, après on pourra en discuter, mais ce que je pense que le syndicat aujourd'hui a des problèmes aussi en interne qui revient en fait que il y a énormément de personnes dans le syndicat, de la base du syndicat, qui soutiennent en fait. Je ne parle pas de la direction du syndicat, mais vraiment la base, les militants de base qui soutiennent le coup d'État. Du coup, c'est très difficile pour la direction de pouvoir s'opposer frontalement au coup d'État, parce qu'il y a cette peur que la base derrière ne va pas suivre. Et voilà, donc, sur le syndicat. Je crois qu'on peut les applaudir parce que vraiment des analyses et des réponses très claires. Il est 14h45. Je vous propose, si vous le voulez, patienter encore 5 minutes. Est-ce que vous voulez dire 2 mots de conclusion avant que nous nous séparions? Parce que vous avez peut-être des choses à dire pour la suite. Si vous, parce que moi je rappelle quand même le rendez-vous du jeudi 28 concernant la répression continue sur le calvaire des familles de détenus, donc au Maté Rouge. Et comme Alain n'a pas donné l'adresse, je vous la donne. C'est au 40 rue de Valls, dans le 3e arrondissement de Paris, pour ceux qui n'y seraient jamais allés. Tu as des choses à rajouter Eh bien, je crois que j'ai envie de réapplaudir parce que moi j'ai appris plein de choses et je vous en remercie.